Bonjour à tous, je vais vous parler du métal dans tous ses états. Donc si la métallurgie vous intéresse, je vous invite à vous asseoir. Je suis Oriane Bolin, ingénieure métallurgiste au CETIM depuis quelques années et donc ma conférence s'intitule « Le métal dans tous ses états ». Alors comme c'est relativement vague, que c'est relativement large, j'ai choisi de diviser la présentation en deux axes. Le premier, ça sera plutôt autour du choix de matériaux pour vous montrer que le choix de matériaux va être crucial dans le but d'éviter d'avoir des défaillances qui se reproduisent, de devoir changer des pièces encore et encore. Donc pour consommer moins de pièces et moins de matière, le choix de matériaux va être particulièrement important. Et notamment en termes de nouveaux alliages, nouveaux matériaux. Il ne faut pas négliger cette piste-là, même si les TRL sont parfois un petit peu bas. Ça peut être intéressant, notamment en termes d'allègement. Lorsqu'on est sur des matériaux particulièrement résistants, on peut avoir des notions d'allègement ou même de substitution de matériaux. Lorsqu'on va avoir des problématiques de nickel assez élevées, on peut vouloir substituer et changer de matériaux. Le deuxième axe que j'ai choisi, c'est la transition énergétique et notamment le fait de moins consommer en s'appuyant sur des méthodes numériques. Pour ça, je vais vous parler d'un projet qu'on a mené à bien dans le but de justement s'appuyer sur le numérique pour essayer de déterminer les paramètres procédés en amont et ensuite faire un espèce de fine-tuning avec des essais expérimentaux plutôt classiques. Donc le but de cette présentation, c'est vraiment de vous montrer que la métallurgie, on n'est pas que sur un secteur traditionnel avec des hauts fourneaux, avec vraiment un aspect ancré dans les méthodes très classiques. C'est aussi pour vous montrer que c'est un secteur qui sait innover et qui sait prendre en compte les challenges actuels, qu'ils soient géostratégiques, géopolitiques et écologiques. Alors tout d'abord, je vais avoir besoin que vous compreniez bien le fait qu'une pièce mécanique va être définie par trois choses, notamment un alliage, qui peut être du titane, de l'acier, un laiton, peu importe. Des procédés de mise en forme, la pièce va être laminée, va être étirée, va être pliée, et un traitement et des revêtements. C'est ce qu'on va voir par exemple lorsqu'on va avoir une tôle galvanisée pour protéger de la corrosion, ou un traitement thermique dans le but de durcir notre pièce. Cet ensemble de caractéristiques va nous donner et va piloter la résistance de notre matériau. On aura donc à l'issue de ça une microstructure, des caractéristiques mécaniques particulières et une composition chimique. Vous comprenez bien que le choix du matériau va être crucial dans la mesure où si on veut avoir une pièce de grue avec un acier très résistant, mécaniquement, il faut avoir quelque chose qui tienne vraiment la route, quelque chose de rigide avec des hautes caractéristiques mécaniques. Par contre, si on est dans un cas plutôt biomédical où on veut plutôt une dégradation progressive de notre alliage, on va plutôt chercher à s'orienter sur un base magnésium ou quelque chose en tout cas qui se dégrade dans le temps et dont la dégradation est contrôlée. Tout ça pour vous dire que la microstructure va piloter le choix et les propriétés mécaniques de notre pièce et qu'il est crucial de vraiment bien choisir ce matériau, ce procédé et cette solution, cet environnement pour pouvoir avoir une pièce qui n'aura pas de défaillance dans le temps. Et comme vous le voyez, alors sur ces photos qui passent moyennement bien, vous avez un large panel de microstructures et donc de propriétés mécaniques potentielles dans vos matériaux. C'est pour ça qu'il est important de suivre une méthode rigoureuse de choix de matériaux dans le but de ne pas faire de faux pas et surtout ne pas négliger encore une fois les nouveaux matériaux. J'y viendrai par la suite. Dans un premier temps, lorsqu'on fait un choix de matériaux, la première étape, c'est de savoir pourquoi on le fait. Quel est le contexte? Quels sont les objectifs que je vais devoir remplir? Est-ce que c'est parce que j'ai une défaillance, une pièce qui a rompu, qui a corrodé, qui s'est usée? Et dans ces cas-là, j'ai besoin de la rétroconcevoir. J'ai besoin de l'améliorer. Est-ce que justement, je rencontre des problèmes d'approvisionnement? Je me rends compte que j'ai plus forcément ma matière parce que elle est plus disponible, parce qu'elle a été faite il y a 20 ans et aujourd'hui elle n'est plus sur le marché. Il faut que je choisisse un nouveau matériau qui ait les mêmes propriétés ou en tout cas qui me donne des performances similaires. Dans ces cas-là, c'est pareil, c'est un autre objectif. Ou encore, lorsque je sais que je dois mettre en place une gamme de traitements. Actuellement, elle est énergivore, je consomme trop de matière, je consomme trop de gaz, trop d'électricité. J'ai besoin d'optimiser ma ligne de traitement. Je peux aussi vouloir développer un nouveau produit, aller chercher un nouveau marché avec une pièce qui fonctionne très bien à 300 degrés. Mais par contre, je peux peut-être avoir besoin qu'elle fonctionne très bien à 900 degrés, auquel cas, il faut encore que je l'améliore et que je choisisse une nouvelle nuance. Une fois qu'on a identifié ce contexte qui nous donne un petit peu la taille de notre projet, le périmètre, jusqu'où on veut aller, il est important de savoir quelles sont les spécifications auxquelles ma pièce doit répondre. Ça, les identifier généralement, c'est un gros point dur. C'est pour ça qu'il est important de les avoir bien en tête, notamment les sollicitations mécaniques, à quelles contraintes ma pièce doit résister, à quelle température elle va fonctionner, dans quel environnement elle va évoluer. Et si ce n'est pas connu, il y a des méthodes qui existent, notamment on va retrouver l'instrumentation en collant des jauges sur une pièce test de manière à voir les différents cycles que ma pièce va subir et les différentes contraintes auxquelles elle va être soumise.
une analyse de défaillance en se basant sur le faciès de la rupture. On peut remonter au niveau de contrainte vu par la pièce au niveau de la rupture. Ou enfin de la simulation numérique plutôt classique, des éléments finis relativement habituels qui vont nous donner des contraintes mécaniques dans certaines zones de notre pièce. Une fois qu'on a identifié tout ça, l'important, parce que le matériau idéal n'existera jamais, vous n'aurez jamais le matériau qui va remplir tous les critères, le but c'est de pouvoir prioriser, de définir les critères qui vont être obligatoirement à respecter et les critères plutôt secondaires, ceux sur lesquels on pourra lâcher un peu de lest de manière à avoir une pièce vraiment avec un compromis optimal. Dans ces cas-là, ça peut être, j'ai un procédé de mise en forme, je ne souhaite pas le changer, je ne veux pas bouger mes paramètres, par contre, je vais quand même changer ma nuance. Dans ces cas-là, ça sera le critère numéro 1. Ça peut être le coût, ça peut être la performance technique, peu importe. Ensuite, on va identifier le périmètre de la démarche. Jusqu'où on va? Est-ce que je veux mettre en place cette qualification? Je veux qualifier une nouvelle pièce en fonction d'un référentiel connu? Est-ce que je veux internaliser une ligne de production dans son entièreté? Est-ce qu'au contraire, je préfère juste faire un benchmark des solutions qui existent parce que je sais que je vais avoir besoin d'innover, mais je veux juste connaître un petit peu ce qui se fait? Le périmètre sera radicalement différent et donc les délais seront aussi différents, le budget qu'on va y mettre, les ressources qu'on va y mettre également. Une fois qu'on a vraiment bien cadré ça, bien défini, ça paraît simple sur le papier, ça paraît plutôt habituel, ou en tout cas, ça ne sort pas du chapeau. Mais clairement, quand on a commencé à faire ça, il va être compliqué de se planter derrière quand on va estimer un matériau pour une application. Donc ensuite à ça, il faut maintenant rechercher les solutions. Alors je ne vais pas vous apprendre comment on recherche un alliage conventionnel. Les aciers classiques, ça, c'est dans les bases de données. On a des logiciels habituels, on connaît et on sait étudier les études entre interactions, substrats, revêtements, traitements. Ça, c'est connu, c'est maîtrisé. La compatibilité de mise en forme également et la recherche de fournisseurs, ça c'est pareil, c'est des choses pour le conventionnel qui ne posent pas de soucis. Par contre, là où ça devient plus compliqué, c'est lorsqu'on a besoin d'avoir des matériaux résistants. Et dans les matériaux résistants, des nouveaux matériaux, on va retrouver par exemple des alliages à haute entropie. Les alliages à haute entropie, ce sont des alliages qui vont comprendre au moins 5 éléments en proportion équimolaire. Donc différents, là on n'a plus une base et des éléments d'addition. On va avoir plusieurs éléments d'alliage en même proportion qui vont nous permettre d'avoir une microstructure très fine, très homogène et donc avoir des duretés importantes et de bonnes propriétés à très haute et à très basse température. On va également trouver des aciers à haute limite d'élasticité, et notamment tout ce qui va être en lien avec l'automobile, qui posséderont une bonne formabilité, des bonnes propriétés mécaniques. Donc ça, généralement, ce sont des aciers qui sont déjà commercialement disponibles, des solutions très matures, que peut-être plusieurs d'entre vous utilisent selon les secteurs dans lesquels vous travaillez. On va également trouver les matériaux architecturés. Donc là, on va plutôt jouer sur la géométrie. Là, encore une fois, on va plutôt innover, plutôt au niveau de la forme. Ces structures vont être notamment disponibles, et on aura plusieurs géométries qui vont être disponibles, notamment grâce à la fabrication additive et tout l'aspect procédé innovant. On aura donc une meilleure absorption des chocs, des vibrations, ce sera aussi moins conducteur et surtout ce sera plus léger. L'intérêt d'utiliser des matériaux plus résistants et de jouer sur les géométries, c'est de pouvoir aussi alléger vos structures, toujours encore dans un but de moins consommer de matière, moins consommer d'énergie lorsqu'on va faire du transport par exemple. Ça peut être des solutions qui peuvent être intéressantes. En termes d'innovation également, on a deux axes qui vont être intéressants et que j'ai regroupés volontairement dans les nouveaux matériaux, puisque par exemple, on va retrouver tout ce qui va être le recyclage de matériaux magnétiques, tout ce qui va être néodyme fer-bore, qui consiste plutôt dans les aimants des éoliennes, par exemple. Ces matériaux magnétiques, je vais y arriver, sont généralement dégradables via des méthodes assez classiques qu'on appelle la décrépitation par hydrogène, mais pas que, qui nous permettent d'obtenir des poudres magnétiques. Ensuite, une fois qu'on a réobtenu ces poudres recyclées, issues de pièces recyclées, on va pouvoir les remettre en forme grâce à des procédés comme la fabrication additive ou la métallurgie des poudres plus conventionnelle. Donc ça permet aussi d'avoir un nouveau cheminement, une nouvelle filière d'approvisionnement au moyen de recyclage de poudres déjà utilisées. On va également parler de substitution. Et là encore, les nouveaux matériaux peuvent être particulièrement intéressants dans la mesure où aujourd'hui, on sait que le nickel, généralement, plus un matériau et plus un acier va avoir une haute teneur en nickel, plus on aura une résistance à la corrosion importante, une résistance à l'hydrogène importante. Donc on sait que ça pilote les propriétés de résistance à nos matériaux. Toutefois, il pilote aussi malheureusement le coût d'un matériau, vu que les cours du nickel sont relativement volatiles et que du coup, on va avoir des coûts qui vont être assez importants, notamment aussi avec des problèmes stratégiques potentiellement dans les prochaines années. C'est pourquoi on utilise notamment des aciers à haute teneur en manganèse. On va essayer de substituer le nickel avec un élément qui conférera des propriétés globalement similaires
à notre alliage en termes de résistance. On n'arrivera pas au niveau du nickel, mais en tout cas, ce type de matériau pourra se révéler intéressant dans certains secteurs. Enfin, je vais vous parler d'un matériau un peu plus... Donc, je vais faire un focus sur celui-ci, car il est avec un TRL un petit peu plus avancé. On a un TRL un petit peu... Voilà, des solutions commerciales, c'est déjà industrialisé et industrialisable. On est sur les verres métalliques. Les verres métalliques, finalement, c'est une sous-catégorie des alliages à haute entropie, plus ou moins. Et on a une structure inédite. Tout ce que je vous ai montré avant sur la microstructure avec des beaux grains en noir et blanc, ça n'existe plus. Quand on coupe notre matériau, on n'a pas de grains, on n'a pas de microstructure, ce qui fait qu'on a des très fortes propriétés mécaniques. On va avoir des hautes limites d'élasticité, on va avoir des hautes résistances mécaniques, des très bonnes propriétés également en termes de cryogénie. Donc pour tout ce qui va être aérospatial, ce qui va être aussi hydrogène liquide, ça pourra être très intéressant. Et on aura une dureté qui va être relativement élevée et une très bonne résistance à la rayure. C'est pourquoi, historiquement, c'était plutôt l'horlogerie et plutôt le luxe qui était intéressé par ces matériaux-là. Aujourd'hui, ils tendent à se démocratiser puisqu'on a fait évoluer les compositions. Si vous regardez sur l'image, la bille va rebondir aussi, la bille en verre métallique va rebondir aussi bien plus longtemps que la bille en acier. Ça, c'est aussi parce que les verres métalliques permettent d'avoir une bonne restitution pour tout ce qui est énergie élastique. Donc, par exemple, on va les retrouver de manière très intéressante sur tout ce qui va être club de golf, raquettes, batte de baseball, tout ce qui va nécessiter d'avoir une bonne restitution de l'énergie élastique. Toutefois, cette structure amorphe que vous voyez ici, avec vraiment un très fort désordre des atomes par rapport aux structures classiques des aciers communs. Vous voyez bien un ordre à courte et moyenne distance. On a une structure désordonnée qu'on obtient en refroidissant extrêmement vite le matériau. On va figer notre état liquide, on va le refroidir extrêmement rapidement. Donc ça nécessite d'avoir des tailles relativement petites. Plus la structure va être grosse, plus on aura du mal à la refroidir et moins on sera amorphe. Donc on perdra nos propriétés remarquables. On aura aussi une ductilité qui va être relativement basse pour ces matériaux-là. Ces différents inconvénients peuvent par contre être contrecarrés par l'implémentation et l'utilisation de nouveaux procédés, notamment la fabrication additive. Donc coupler des matériaux innovants à des nouveaux procédés peut se révéler intéressant lorsqu'on travaille pour avoir des propriétés vraiment exceptionnelles par rapport aux alliages classiques et conventionnels. Donc là, je vous ai parlé pour l'instant de la partie nouveaux matériaux. L'intérêt d'utiliser ces nouveaux matériaux dans l'allègement, dans la substitution, et de ne pas négliger ces matériaux, même s'ils sont sur des TRL un peu plus bas que les aciers conventionnels classiquement utilisés dans l'industrie mécanicienne, mais plutôt aussi ne pas négliger ce type de matériaux. Un autre axe assez important, c'est l'utilisation et l'aide du numérique dans la transition énergétique, dans le fait de moins consommer. On veut optimiser une gamme de traitements thermiques, on va chercher à éviter de faire des essais-erreurs un certain nombre de fois, de manière à moins consommer de matière, moins consommer de gaz, moins consommer d'électricité. Donc pour ça, on va plutôt travailler avec différents outils qui sont commercialement disponibles. Donc nous, au CETIM, on avait un projet autour des déformations qu'on a appelé transversal, parce que la problématique des déformations, on se rend compte qu'elle a de graves conséquences économiques notamment, et qu'elle est très transverse à tous les métiers, que ce soit en termes du soudage, du forgeage, du traitement thermique, ça va toucher un grand nombre d'industriels. Pour ça, en plus, on sait que les déformations vont être dépendantes de l'historique thermomécanique et métallurgique du composé et de la pièce. C'est pourquoi elles ont déjà été étudiées sur le soudage spécifiquement, sur le traitement thermique spécifiquement, mais jamais vraiment avec toute la communauté métier qui était intégrée. Et ça, c'est intéressant parce que justement, on se rendait compte qu'il y avait une mauvaise communication entre ces différentes sphères métiers et un besoin de recréer du lien et de pouvoir réunifier un petit peu tout ça. Évidemment, donc là, nous, l'enjeu de ce projet-là, c'était de pouvoir mettre en place une méthodologie qui permet d'anticiper les déformations grâce à une méthode hybride qui couple métallurgie numérique avec outils numériques et expérimental. Les enjeux, c'est de pouvoir limiter les lots défectueux, les rebuts, donc évidemment en conséquences économiques, de pouvoir limiter les reprises d'usinage qui peuvent être coûteuses, les litiges entre clients et fournisseurs également, donc améliorer la communication, et de pouvoir réduire les temps de mise au point d'une gamme de fabrication, ce qui est aussi non négligeable en termes de temps et de ressources. Aujourd'hui, en termes de résultats, on a travaillé sur plusieurs géométries, on a travaillé sur plusieurs matériaux, plusieurs types de traitements. On a utilisé le logiciel Forge, qui est un logiciel qui est généralement utilisé par les industriels de la mécanique, plutôt pour du forgeage, comme son nom l'indique. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir aussi montrer la versatilité de l'outil et de pouvoir montrer qu'on peut l'utiliser aussi pour du traitement thermique, de l'usinage et évidemment du laminage et des étapes de mise en forme différentes. Pour ça, maintenant, donc actuellement, c'est un projet qui se finit dans les 2-3 prochains mois.
On a vraiment validé industriellement que notre méthode mise au point était viable et que le numérique était correct. Pour ça, on a utilisé différents types de pièces. Vous voyez là les éprouvettes en C qui permettent d'évaluer les déformations dans une charge d'un four, par exemple en mesurant l'ouverture de ce C ou la fermeture de ce C, ce qui nous permet de déterminer et de voir un petit peu, de comparer différents traitements et de vérifier la stabilité également du procédé de fabrication et la dérive dans le temps qu'il peut avoir. On a utilisé différents matériaux. Alors pour ceux qui connaîtraient, des aciers 316L, des aciers 42 CRMO4, assez classiques dans l'industrie de la mécanique. On a étudié aussi différentes étapes, différents traitements thermiques, trempe huile, trempe bain de sel, trempe à gaz, et des phases d'usinage également, pour pouvoir mettre en place cette méthodologie et pouvoir couvrir plusieurs métiers, plusieurs matériaux. Enfin, on s'est intéressé aussi à l'importance des données d'entrée, parce que le numérique, c'est bien, mais vous pouvez lui faire dire tout et n'importe quoi, et surtout ce que vous voulez. Donc il est important de savoir exactement ce qu'on souhaite simuler, ce qu'on utilise comme données d'entrée, et également les différentes méthodes, ou en tout cas les différentes limites, les différentes hypothèses que l'on a pris pour générer notre résultat. Pour ça, on a utilisé différents jeux de fichiers matériaux, différents jeux de données d'entrée, et notamment, on s'est également basé sur des caractérisations, une grande campagne de caractérisation qu'on a réalisée, notamment avec des essais Gleeble et dilatométrie de trempe, pour ceux qui connaîtraient, donc bien plus avancé que ce qu'on fait en caractérisation classique, pour nous permettre justement de voir l'intérêt d'aller aussi loin dans la caractérisation et de déployer autant de moyens dans la précision des résultats et la richesse de nos résultats. Enfin, pour vous dire que, voilà, j'espère que vous avez bien saisi les deux messages clés de cette présentation, notamment que la réflexion autour du choix de matériaux naît dès la conception, qu'il faut avoir ça en tête dès la partie vraiment BE et conception, notamment en réfléchissant à la filière d'approvisionnement, issue du recyclage ou non, à un contexte stratégique avec une vision à moyen terme ou long terme, avec l'identification des paramètres via le numérique, des paramètres un petit peu grossiers, et affinés ensuite avec des essais expérimentaux, ce qui permet de moins consommer de matière, et également de ne pas négliger la partie nouveaux matériaux, nouveaux revêtements, nouveaux traitements. Les développements sont très rapides, ça change très vite dans ce domaine-là actuellement, donc c'est important de les regarder. Évidemment, tout ça va se poursuivre durant le cycle de fabrication, durant la vie du produit, avec des contrôles réguliers, non destructifs, rapides, qui permettent d'éviter le démontage. Là encore, beaucoup d'évolutions sont actuellement réalisées. De la rétroconception en cas de défaillance et des plans de maintenance qui seront pertinents, et notamment des approches de durée de vie résiduelle qui permettent d'éviter de remplacer les pièces systématiquement en cas de fissuration, par exemple. On peut éventuellement définir un plan de surveillance d'une fissure et pouvoir continuer à utiliser la pièce, ou des reprises qui nous permettront d'éliminer les fissures. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.